Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, je suis très content d'être là avec Amélie Maillet. Salut Amélie. Salut TK, comment tu vas? Très bien, plaisir de te voir comme mon cher Théo. Comment ça va mon cher Théodore de Saint-Rémy? Ben moi je vais très bien, dès que je suis avec vous, de toute façon je vais bien, quel que soit le score de l'équipe de France. Exactement. Bah écoute, on a eu une semaine de ouf, historique même. On va parler de tout ça dans cet épisode. Et bien sûr, on va parler un petit peu des U20, plus Rugby Europe Championship aussi. Mais tiens, quelques nouvelles. Serge Betsen, notre grand ami de Pacte Pot, il va faire un moment convivial, en fait, avec Dimitri Yashvili et Philippe Guillard. Donc, c'est les personnes que j'aimerais bien rencontrer. Si vous voulez les rencontrer, c'est vendredi 13 mars à 19h au Café de Louvre, si vous êtes à Paris dans le premier arrondissement. Vous pouvez envoyer un email à Sylvie at Serge Betsen Academy. Donc, bien sûr, c'est son académie. On a fait plusieurs entretiens par rapport à son académie en Afrique, au Cameroun, avec 6 sites différentes, qui est vraiment chouette. Donc, je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller le voir, Serge Betsen, Dimitri Yashvili et Philippe Guillard. Tiens, il y a plein de personnes que j'aimerais bien rencontrer. Moi aussi, j'aimerais bien rencontrer Philippe Guillard. Qu'il fasse un film sur mon histoire, qu'il fasse un peu de film rugby féminin. Très Ça bien. changerait de ces films que j'adore, hein, mais c'est toujours centré que sur les garçons. C'est une très bonne idée. Si vous êtes à Paris, vous avez peut-être aussi vu Ilona Meyer, donc c'est la rugby woman le plus suivie sur les réseaux Instagram. Et donc, c'est chouette qu'elle soit ici en France. Je ne suis pas certain, par contre, si elle a vu un match de rugby. Je pense qu'on s'est posé la question, je l'ai vue moi sur les réseaux, elle était à Milan pour les JO. Donc je pense qu'elle s'est fait un petit kiff avec un prolongement de vacances à Paris, grand classique. Super capitale, prisée du monde entier. Je l'étudie en ce moment avec mes élèves. Donc à mon avis, ouais, elle s'est juste fait un petit kiff à Paris. Peut-être un revival de ses Paris 2020, ses propres JO. Elle s'est fait son petit kiff. Et on est un peu tôt pour le Six Nations Femme, parce que c'est bientôt quand même, c'est le mois prochain. Et tiens, on va essayer de faire une nouveauté pour nous, ici à Pacte Pot, depuis peu. En fait, on a des vidéos. Et là, si vous voulez vraiment voir nos têtes, vous pouvez aller sur notre YouTube aussi. Vous êtes sur Spotify, vous pouvez normalement regarder la dernière émission, peut-être celle-là aussi. Vous pouvez nous voir en vidéo sur ces différentes, donc YouTube et Spotify, donc c'est chouette. Et on a un petit programme. C'est quoi ce programme, Amélie? Et on aimerait bien faire un live vidéo du Six Nations féminin. Et ce serait une grande première pour le pack de Poch. Je serais très flattée d'être novatrice dans cette nouvelle activité avec vous. Et en plus, si tu me fais l'honneur de démarrer avec un match de rugby féminin, alors là, ce serait grandiose. Donc une potentielle grande première, on en parle de plus en plus depuis quelques semaines. Donc je pense qu'on est assez motivés pour que ça se fasse sur la prochaine édition. Voilà, superbe. Et donc, la façon de tenir au courant, en fait, bien sûr, c'est nous suivre ici, sur votre plateforme, vous abonner, suivre sur YouTube et bien sûr Instagram, comme ça, on va partager les news à ce niveau-là. De bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on a un deuxième épisode la semaine prochaine. Pour le podcaston, c'est quoi? C'est un moment où tous les podcasts qui participent, en fait, on ouvre notre antenne et nos microphones à des associations. Donc, j'ai eu le plaisir de parler avec Grégory Vignier, qui est le directeur général des Côtes des 15, qui est une super initiative qui commence à Aix-en-Provence. C'est des centres après l'école, en fait, où les enfants, ils ont à la fois des études, mais aussi du rugby. Donc, c'est une super initiative. Ça va être la semaine prochaine, cet épisode va sortir. Allez les gars, quand même, on a beaucoup de rugby. Je propose qu'on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, le match, c'est vendredi soir que, en fait, j'avais pas du tout attendu, donc j'ai loupé la première fois. Le match démarre bien pour McCluskey, avec un joli percé au début de match. Après, il a fait un joli offload pour Stockdale, le cheval écossais, pour le premier essai du match. Allez, 5 minutes plus tard, c'est Colin the Barbarian qui marque un essai, mais c'est un essai refusé. 7-3, et on a droit de 30 minutes de plaquage costaud avant la prochaine essai. Gibson Park va trouver Crowley qui fait la fin de place, mais garde pour lui. Crowley qui ancre quand même sa place en 10. 12-3 pour le mi-temps. Et puis, l'essai de l'année, vous avez tous vu sur les réseaux, je pense, c'est Carré, le gros pilier gallois. Avec le ballon en main, il fait son LBB, ou plutôt peut-être son Obélix. Il feinte de passe, il fait le refus, il met les gaz, il va faire un essai de 30 mètres. Voilà, ça fait 3 essais pour lui. Donc, ce saucination, je pense que c'est 3 essais en 4 matchs, incroyable. 12-10, toujours pour Irlande. On a un match, mais pas pendant longtemps parce que Gibson Park, il va gérer l'attaque et ça marque 2 minutes plus tard pour les Irish, donc 19-10. À 62 minutes, bon travail des avants rouges qui sont en blanc pour les Daltoniens dans ce match, 19-17.
Ils reviennent dans le match, mais Irlande ne laisse pas les Rouges prendre de l'élan. 5 minutes plus tard, ils marquent un autre essai. C'est Stockdale pour Osborne, le 15. Et puis un carton jaune pour le 9, Thomas Williams de Pays de Galles. Le match finit 27-17 pour Irlande, mais encore une défaite très encourageante pour les Gallois. Tout le monde peut être au moins un peu content. Ça reste une défaite, ce qui est vraiment triste pour les Gallois. Mais c'est pas du tout la même équipe du Pays de Galles. Voilà, c'est une défaite plus qu'honorable. C'est une défaite où ils ont été tout près. Alors, ils ont jamais mené au score. Ils ont été tout le temps derrière, mais très près, à 2 points, à 4 points. Et c'est un match qui aurait absolument pu basculer du côté des Gallois, ce qui nous paraissait absolument impossible il y a un mois, ou même au début de ce tournoi, quand ils ont pris une valse contre les Français, etc. Donc, je suis partagé entre vraiment la peine qu'ils aient à nouveau perdu et le sentiment de grand soulagement du fait que leurs 2 derniers matchs leur permettent de se regarder dans la glace comme une équipe de rugby digne de ce nom, ce qui n'était plus le cas. Et je reviens effectivement sur l'essai absolument mais incroyable de Carré, et on pourrait presque écrire un livre sur cet essai parce que on a l'impression, ça dure 4 secondes, on a l'impression que ça dure un quart d'heure, tellement c'est beau, on a envie de la revoir 100 fois. Vas-y, Rafus sur l'ailier, vas-y, je cours plus vite que le centre. Et ensuite, il reste 10 mètres avant d'aplatir et il sourit comme un enfant qui joue à toucher avec ses potes sur le terrain de rugby à la fin de l'entraînement parce qu'il a encore envie de jouer, quoi. C'est vraiment ce qu'on ressent, la joie de... On voit que c'est un jeu, en fait. Et que là, il leur a joué un tour. Bon, il se trouve que c'est dans un grand stade, contre une grande équipe, avec le maillot de son équipe nationale. Donc, je pense que c'est évidemment un essai qui va changer sa vie, de joueur et d'homme aussi, parce qu'on va lui en parler pendant les 50 ans qui viennent. Donc ça, c'est juste une pure merveille. Ouais, c'est vrai que c'est un régal. Je l'ai vu passer, mais en boucle sur les réseaux tout le week-end. Et comme tu dis, hein, c'est son 3e essai du tournoi et ça fait de lui le 4e meilleur marqueur en fait sur cette édition 2026. Ce qui est quand même assez incroyable pour un mec qui joue ce poste. Et puis en fait, tout est beau, c'est-à-dire que il est pas à voler. On est vraiment sur des attitudes école de rugby. Cette fin de passe, elle est extraordinaire. Et effectivement, en fait, tu kiffes ce moment autant que lui parce qu'il rayonne. Et en fait, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. C'est qu'on a vraiment l'impression de le vivre au ralenti, Ouais, ce puis t'as l'impression truc. qu'il y croit pas, qu'il est en train de se dire, mais c'est pas Puis il possible, regarde à droite, c'est à pas gauche. possible. C'est exactement ça. Je suis passée, mais merde, ils sont où de chaque côté? Et puis, il a un boulevard devant lui. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est ça aussi, ce que je trouve ça beau. Et là, c'est la pilier qui parle, qui joue pas du tout son poste, hein, je le rappelle, mais qui joue pilier le dimanche. Il y a ça aussi, c'est de te dire que parce que tu es cantonné à un numéro dans le dos, en fait, on va te juger et on va peut-être te positionner sur des attitudes. Et en fait, à partir du moment où il prend des attitudes qui ne sont peut-être pas celles habituelles qu'on voit chez un pilier, en fait, les mecs ont jugé son jeu avant qu'il fasse quelque chose et il te les avait enrhumés en 2 secondes, quoi. Là, c'était très jouissif à regarder et en même temps très humiliant et d'autant plus jouissif côté irlandais. Et c'était, enfin voilà, ça restera clairement l'action du match, Ceci du dit, week-end, pardon. Carré, De je l'année. l'avais quand même repéré sur les matchs d'avant. Il avait fait un très très gros match contre les Écossais. Et pour moi, c'est un joueur qui va devenir un grand bonhomme. Là, il montre depuis plusieurs sorties qu'il est, à mon avis, peut-être un lion britannique un de ces jours. Enfin voilà, ça va être un grand joueur et un leader. Et en plus, on a l'impression qu'il a un certain charisme et à la fois teinté de bonhomie, de confiance. Donc, il a en fait tout ce qui manque au Pays de Galles en ce moment. Et on sait qu'une équipe, c'est aussi des leaders, des pierres angulaires, des pierres d'angle qui font que, voilà, on doute. Non, c'est bon, Carré est là, ça va le faire. Et il faut des mecs comme ça dans une équipe. Il a 28 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Donc voilà, ça peut être effectivement un pilier dans tous les sens du terme pour cette équipe, ouais. Et c'est une équipe vraiment qui commence à former. Début de cette signation, en fait, on connaissait quoi, Rees Ahmed et Wainwright, en fait, c'est tout. Et maintenant, on a James au centre, on a mis en 14. Il manque toujours un 10. Ça fait plusieurs années, en fait. L'année dernière, ils avaient un 10 qui jouait centre, en fait, qui est dépanné en 10, mais c'était pas vraiment son rôle. Mais écoutez ça. Donc, le 3e ligne dans ce match, Wainwright, 17 plaquages. Bottom, le 7, 24 plaquages.
Alex Mann de 6, 28 plaquages. Allez, les deuxième ligne, 19 et 27 plaquages quand même. Et n'oubliez pas qu'ils sont leur star, en fait, leur jeune star capitaine, c'est Jack Morgan. OK? Et Dewey Lake, le talonneur, 23 plaquages aussi. Et bien sûr, les 3 essais dans 4 matchs pour notre pote Carré. Aussi, il a un nom Carré, donc on va dire, il est un peu français, quoi. Tout à fait, il y a C'est même ça. un accent aigu sur le « et ». Vous êtes un peu loin, les gars, quand même. Moi, je trouve que effectivement, c'est super encourageant. Tu cites le nombre de plaquages, c'est complètement lunaire. Il faut avoir joué au rugby pour se rendre compte de ce que c'est que d'asséner 23 plaquages en un match. C'est complètement hallucinant ces niveaux maintenant qu'ont les défenses et les défenseurs en capacité athlétique pour réitérer ces efforts-là. Voilà, un plaquage, c'est pas un coup de tampon. Hein. C'est vraiment très engageant physiquement, et c'est dire aussi la débauche d'énergie qu'il faut pour jouer ces matchs à très haut niveau. On va y revenir. J'ajoute que Jack Connan, qui a été excellent en face chez les Irlandais, pardon, il a quand même 33 ans, ça l'empêche pas d'être bon. J'ai lu qu'il n'a joué que 5 matchs avec son club cette année, sa province. Parce qu'en fait, il est préservé à 33 piges et qu'ils sont là pour être à 100% sur les matchs d'équipe nationale. C'est aussi un petit peu une autre méthode de préserver les joueurs dans ce rugby irlandais avec des provinces qui ne jouent finalement que la Coupe d'Europe. Les mecs font des matchs un peu d'entraînement une fois de temps en temps le reste du temps. Et en fait, les mecs, ils jouent Coupe d'Europe et tournoi destination, quoi. Ouais, ça a l'air pas juste. C'est pas très juste, on est d'accord. Mais c'est comme ça. Allez, on va passer à notre match à nous. C'est Écosse-France à Murrayfield. Voilà, on va démarrer avec une équipe de France, de nouveau avec Olivon et Guillard en deuxième ligne. Jalibert est de retour aussi en 10. Et un paire de centres qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est de Portière et Moefana de Bordeaux. Côté Écosse, on les connaît très bien des arrières. C'est Stein, Darcy Graham en aile, Hugh Jones, Tupelutu en centre, Ben White, Finn Russell la charnière. Et voilà, un pack qui mange très peu de salade. L'Écosse est très présent dans ce début de match. Quelques plaquages sympas des Français quand même. Et zut, en avant par Ramos. Un ou deux plaquages ratés déjà. Et paf, Darcy Graham, le Tom Holland de rugby écossais, il va ouvrir le score. Petit passe de Finn Russell d'ailleurs. 7-0 pour le bleu foncé. Bonne nouvelle, ça nous réveille. Quelques pénalités contre nous quand même. 10 minutes sont passées et on n'a pas fait grand-chose. Notre défense est mode gruyère. Théo et LBB sur le côté droit, Ramos sur le côté gauche. On se réveille un peu. Jelance est bien accueilli par 2 Écossais, comme entrer dans un mur. Ça va mieux quand même. Dupont arrache un ballon et LBB va partir dans le coin 7-7, ou on peut dire 0-0. Allez, on redémarre ce match. C'est parti. Ramos et LBB dans l'axe gauche, coup de pied à suivre pour Théo, et oui, 7-14 pour nous. Les Écossais arrivent vite en attaque, Finn fait du Finn, et Stein arrive tellement vite sur un croisé incroyable, 12-14, ça a l'air facile pour eux. L'Écosse mis de vitesse en attaque, ça nous force à la faute. Voilà, ils prennent la touche et pas les points. Et c'est par Schumann. Et voilà, en plus, on chope le carton jaune, 19-14 pour eux. Encore l'attaque écossaise est lancée et on est chanceux de sortir de ce premier mi-temps sans prendre plus de points. C'est 19-14 pour eux et pour l'instant, ils sont meilleurs que nous. Ouais, c'est exactement ça. Hein. On est clairement passé des débuts de match catastrophiques. Tu le dis, un vrai gruyère. J'ai rarement vu l'équipe de France aussi mauvaise en défense. Attitude au plaquage vraiment très mauvaise, les bras en avant, enfin des couloirs ça passait de partout. On a ce petit regain sursaut où on recolle au score. Cet essai des Écossais là sur sortie de touche, mais monstrueux. Ils ont enfumé tout le monde, même Dupont qui est pris à revers. Enfin voilà, on avait des Français qui étaient à côté de leur pompe. Et on n'arrive pas du tout à décrocher. Alors je sais pas si c'était la pression, l'enjeu, on l'a pas redit, mais en cas de victoire, le 6 Nations était plié pour les Français. Donc voilà, peut-être trop d'enjeux, je sais pas. Puis toutes ces petites histoires aussi d'avant-match, moi perso, ça m'a un peu saoulé. L'autre qui se plaint de son putain de vestiaire qui était pas à la hauteur de l'équipe de France. Enfin, à un moment donné, les gars, faut pas oublier d'où vous venez. Vous venez pour jouer au rugby et rien d'autre. Et là, clairement, en fait, ils sont pas venus pour jouer au rugby.
ils étaient pas de temps du tout dans ce début de match. Tu parles de l'essai de la 26e de Stein. Ouais. C'est honteux de prendre un essai comme ça à haut niveau. C'est inacceptable. C'est une simple passe croisée. Voilà. Alors certes, elle est à 10 mètres de la ligne et le mec arrive lancé, mais c'est pas possible de se Mais faire t'es en prendre fin de touche, intérieur il est comme en ça. train de... Non, Voilà, mais c'est ça. c'est pas possible de se faire prendre intérieur comme ça. Donc je pense que à ce moment-là, Jelonge, qui est le premier sur ce truc-là, il monte sur Ben White avec des œillères, des rails pour le couper en deux. C'est ce qu'il sait faire, Jelonge, et c'est souvent ce qu'on lui demande, et c'est ce qu'il fait très très bien. Mais normalement, on se parle en défense. Je veux dire, on a tous... Enfin, moi, j'ai été éducateur. En U12, tu apprends aux gamins que la première chose en défense, c'est la communication sur une ligne. C'est monter ensemble, être sûr que ton collègue, il prend l'intérieur et que toi, tu vas pouvoir glisser. Mais c'est pas possible de se faire prendre comme ça au niveau. Et pour moi, tout a été comme ça. Ils ont fait, de manière tout à fait inexplicable, tout un tas d'erreurs de débutants. La première réception de Ramos, boum, en avant. Donc, indigne de leur niveau, indigne de ce qu'ils nous ont habitués à voir ces derniers temps où ils marchaient sur l'eau. Et je pense que, à force d'être tellement fort sur les ailes et de croire qu'il suffit de faire des petites claquettes en arrière, d'écarter les balles sur les ailes pour aller marquer avec des mecs qui vont 2000 à l'heure, on a oublié en fait que la base au rugby, c'est de fixer les mecs au milieu du terrain, hein, avant quand même d'aller sur les ailes pour faire les marioles. Et là, ils sont complètement passés à côté du match. Donc, tu vas nous parler de la deuxième mi-temps, qui est pire que la première. Parce que la fin, on va l'oublier. Tu nous en parleras comme certainement des motifs d'espoir. Mais les Irlandais, les Écossais, ils se sont arrêtés de jouer à la 50e, à la 60e. Ils avaient 30 points d'avance. Tous ces matchs-là, on les a tous vécus. Tu as 30 grains dans la musette, tu remontes un peu après. C'est mieux que de pas remonter. Ça prouve que tu es une équipe. On est quand même au courant que l'équipe de France sait jouer au rugby. Donc, pour moi, la fin, elle compte pas. En revanche, le début de deuxième mi-temps que tu vas nous raconter, Thierry, il est inquiétant. Voilà, il est très inquiétant et je dirai pourquoi après. Deuxième mi-temps démarre chaud. Moefana est à la rue et il regarde même pas la ligne. Le 9 White va marquer derrière ses fesses un essai facile, 26-14. Gros va mettre quelques plaquages sympas, mais au fou, il y a la faute. Voilà, 7 pénalités contre nous et 2 contre l'Écosse. Dupont va faire un passe directement dans les mains de Stein, 31-14. Moefana avec quelques plaquages ratés encore dans les 10 prochaines minutes. Écosse costaud devant 33-14 maintenant. Ça commence à gueuler dans le bar où je suis. Tous les rebonds sont pour eux, l'arbitre, etc. Mais Kigong, il galope comme un chevalier. Heureusement, ça n'a pas fini. Mais rien peut arrêter cette attaque doublée pour Darcy Graham. Et un jaune pour un mauvais geste de Gigout, d'ailleurs, des doigts qui traînent vers les yeux. Ne fait pas ça, les jeunes. Bon, il faut qu'on marque 27 points en 20 minutes et on est à 14. Impossible n'est pas français, mais fessé, oui. Même Dupont, il est à l'ouest avec un en-avant dans mon but. Tom Jordan, il va marquer 47-14 à 63 minutes et ça sent bien les 50 points qui arrivent pour les Chardons. Bon, Dupont va finir le travail de Théo et Jalibert. Il n'y avait pas un en-avant. 47-21. Il nous faut quand même encore un essai pour avoir le point bonus et c'est Ramos qui va la mettre. Mais Finn Russell va marquer les pénalités et voilà les 50 points. Essai surprise pour nous par Gigot et par Ramos encore. 50-40, au moins la semaine prochaine, ça va être super intéressant. Ouais, donc les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, elles sont catastrophiques. Catastrophiques, il n'y a rien à garder. On prend 27-0 pendant ces 25 minutes, alors que à la mi-temps, forcément, les mecs sont rentrés au vestiaire, on leur a dit 19-14, c'est très très bien payé, vous avez une mi-temps à faire pour avoir le droit au grand chelem derrière, et vous avez une mi-temps à faire pour vous faire pardonner. C'est maintenant. Bilan, 27-0 en 25 minutes. Moefana, il défend, il est retourné. Quand Ben White met son essai, qui nous tue, hein. L'essai qu'on prend début de deuxième mi-temps, c'est celui qui flingue définitivement le truc, parce que ils reprennent de l'avance, et là tu te dis c'est bon, c'est mort. Ensuite, carton jaune. Les passes de Dupont interceptées, la passe en avant dans l'embut. Non mais c'était le cirque Pinder pendant 25 minutes. Après, ils se sont repris pendant le dernier quart d'heure, mais cette tranche-là de jeu, elle est révélatrice d'une absence totale de leadership à ce moment-là, qui est très inquiétante. Leadership dans le vestiaire,
nul, parce que Galtier a complètement raté son discours à la mi-temps, c'est obligé, et leadership sur le terrain pendant les 25 minutes où il fallait se mettre à jouer dans l'axe, à les faire plier devant, et on avait l'équipe pour ça. Tu fais rentrer Méafou, Flamand, excuse-moi, en fin de match d'ailleurs, comme par hasard, ils ont fait reculer les mecs, etc. C'était mental. Donc, je pense que c'est vraiment une tâche dans l'histoire de France récente, dans l'histoire de l'équipe de France récente, pardon, et qu'il va falloir se poser de très très sérieuses questions sur comment est-ce que, dans un moment qui est un moment clé, puisqu'on veut le Grand Chelem, on est en tournoi destination pour aller chercher le droit de faire le Grand Chelem chez nous contre les Anglais. C'est en fait une demi-finale de Coupe du Monde, entre guillemets. Eh ben, dans le moment clé, on n'y est pas, on regarde ces godasses, on ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est grave. Et pour moi, c'est un échec collectif d'une part, mais c'est aussi un échec managérial. Donc, peut-être qu'à force de faire la gueule qu'on gagne ou qu'on perde, son discours complètement technique et désincarné, d'ailleurs ses explications bidons à la fin du match à Galtier, elles ont été nulles, bah en fait, dans les moments clés, il passe pas, parce que le lien humain entre ce coach et cette équipe, est-ce qu'il existe? J'en sais rien. On n'est pas dans un sport d'ordinateur. On est dans un sport humain où il y a des facteurs humains qui doivent retourner les choses. Donc moi, je suis extrêmement sévère parce que je trouve qu'il y a de quoi l'être. Et 50-40, pour moi, les 40, ils comptent pas. La réaction du dernier quart d'heure, elle compte pas. Ce qui est dramatique, c'est d'en prendre 50 à Murrayfield. Je suis un peu fâché. Ouais, c'est un match extrêmement décevant. Et puis, cet écart qui finalement se resserre, je suis totalement d'accord avec toi. Les Écossais, à un moment donné, tu sais que le match, il est plié. Tu vois lorsqu'ils tournent, tu sais que les Français vont pas revenir. C'est pas des matchs, c'est pas des essais explosifs qu'on a mis à la fin. Et puis cette petite pénalité de Russell à la fin, c'est aussi clairement un choix stratégique et voulu de la part des Écossais. C'est-à-dire qu'au cas où ils sont déjà en train de calculer que potentiellement, voilà, la France ne vienne pas chercher ce point défensif. On rappelle, hein, les deux équipes sont reparties avec un point de bonus offensif pour avoir mis plus de 4 essais. La France aurait pu gratter un deuxième point avec un point de bonus défensif et Finn Russell nous l'en a écarté. Donc ouais, on peut s'en mordre les doigts. Il va falloir, on a déjà vu hein, dans tous les médias, hein, c'est compte d'apothicaire pour le week-end prochain. Le seul avantage qu'on va avoir, c'est de jouer un dernier. Mais là, t'es pas à l'abri effectivement que les 2 autres matchs d'avant te mettent une méga pression. Et quand on voit qu'ils n'ont pas été pas capables du tout de gérer cette offensive, mais c'était la folie. On a l'impression que les Écossais étaient partout. Ils étaient pas 15, ils étaient le double de chaque joueur. Il y en avait partout. Et de la première à la 80e minute, j'ai vu des mecs mais morts de faim. Tu sais un peu le remake là du film avec comment il s'appelle? Braveheart. J'ai vu Braveheart tout l'après-midi. Il manquait plus que les kilts et puis les traits bleus là sur la tronche. C'était Braveheart tout l'après-midi. Non, mais quand tu vas chercher dans ce que représente le rugby, ce sport territorial, ce sport de combat, avec tout un champ lexical de la guerre, de la bataille, etc. On n'est pas là pour faire des trucs cliniques. À un moment, ce genre de match, c'est effectivement Braveheart contre Vercingétorix. Et c'est rien d'autre que ça, quoi. Donc, si t'as Braveheart, mais qu'en face, t'as Idéfix, ben, ça marche pas, en fait. Ils étaient complètement à côté de leur grolle, sans aucune ressource pour se retrouver entre eux. Est-ce qu'on les a vus se rassembler, se parler? Est-ce qu'on a vu les mecs, je sais pas, comme on voit les mecs parfois sous les poteaux, de la réaction, de la révolte? On a l'impression qu'il n'y a pas de révolte. Ouais, bah on venait pour le Grand Chelem, c'est pas grave, on va pas le faire. Bon, bah c'est un peu décevant, c'est con. Par contre, on va essayer de le faire en battant les Anglais. On s'en fout de ça, nous. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils tapent les Écossais là-bas. C'était ça qu'on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? S'ils tapent les Anglais, ils vont gagner le tournoi, on va dire c'était pas si mal. Bah si, c'était si mal. Voilà. Parce que vous aviez l'occasion, là, d'être ensemble une très grande équipe à 1 an et demi de la Coupe du Monde, en allant chercher un sommet en haut de la montagne, arracher le drapeau des mecs, pas faire des petits comptes à 2 balles en se disant on va peut-être le gagner quand même, le tournoi. Aujourd'hui, pour moi, ils l'ont perdu le tournoi, même s'ils battent les Anglais la semaine prochaine. Ils ont perdu le moment où il fallait montrer que c'était eux les tauliers. Ils l'ont complètement perdu. Il y a pas mal de choses dans ce que tu dis, mais par rapport à ça, cette histoire de parler, en fait, avec l'équipe, la semaine dernière, c'était l'Angleterre, ils avaient le même problème. Il y avait personne qui, en fait, dans cette défaite, en fait, il y a personne qui prenait le relais.
Et c'est dingue parce qu'il y a un moment, en fait, moi, par exemple, tiens, Ficou, j'aimerais bien le revoir. Peut-être il va peut-être reprendre ce rôle en centre pour dire, allez les gars, on y va, parce qu'on peut pas tout mettre sur les épaules de Dupont. Et là, on a dit, on a presse anglaise, ils disent, finalement, il est humain. Dupont, Oui, c'est vrai. sûr. On peut pas tout mettre sur ses pieds non plus. Et aussi Tupeluto, d'ailleurs, dis donc, il a joué son rôle de capitaine. Il était partout sur le terrain, en train d'encourager les avants, les arrières, avec tout le monde. Et en fait, si tu j'ai pas pu vraiment regarder le match. Tu vois, parfois, j'aime bien leur retaper tout le match, mais là, je pouvais pas, en fait, de regarder encore une fois. C'était trop dur. C'était trop dur. Ils ont réussi là où on a complètement failli. Alors maintenant, là, j'étais en colère et puis je suis personne. Hein, je garde de l'humilité et la tête froide. Oui, d'ailleurs, avant, parce que quelqu'un disait, j'ai hâte d'entendre Théo l'Écossais, et est-ce qu'il va, pour le vidéo, va se mettre en kilt. Donc, tu vois, c'est Seb, un de nos comme on ne voit que la écouteurs. moitié de mon corps, vous ne voyez pas si je suis en kilt en dessous. Non, mais après, les Écossais étaient dans un moment de grâce. Donc, le rugby, c'est aussi, comme tous les sports co, mais en particulier à 15, parce que c'est le sport où il y a le plus de monde sur le terrain, c'est compliqué, il y a beaucoup de facteurs aléatoires, un ballon qui rebondit pas toujours dans le bon sens, l'interception de Dupont, il se fait taper la main, peut-être que c'est pas non plus que lui l'erreur, c'est parce que l'autre monte et lui fait faire la faute. Donc l'agressivité des Irlandais est pour beaucoup dans le fait qu'on a mal joué, on n'a pas su y répondre, et ça c'est pas bien. Maintenant, les mecs ne sont pas censés être tout le temps des extraterrestres. La preuve, ils sont humains. Donc, si je mets un petit peu d'eau dans mon vin ou d'eau dans ma bière, je dirais que ils ont encore une chance, effectivement, en faisant un très gros match contre les Anglais, de nous montrer qu'ils sont capables de se relever. Parce que dans toutes les aventures humaines, il y a des échecs. On doit les accepter, on doit les regarder en face. Et le mieux, c'est que quand on a loupé une mi-temps, on le refait tout de suite et c'est à la mi-temps d'après qu'on rattrape le truc et puis on gagne le match quand même. Ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils vont être capables de se rassembler, de se regarder en face, de se parler, de trouver les mots pour mater les Anglais de manière sérieuse, sans douter si par hasard les Anglais sortent de leur léthargie, parce qu'on va en parler après. Ouais. Ils ont fait 2 matchs catastrophiques. Donc les Anglais maintenant, ils ont perdu en Italie, s'il te plaît. J'ai un maillot italien, moi. Voilà. Je me dis que si j'étais anglais, je me dirais, bon les gars, de toute façon on est ridicule, on va rentrer, on va se faire défoncer, ils vont mal parler de nous pendant 6 mois. Par contre, si on veut que ça dure 4 mois au lieu de 6, il y a qu'une seule manière de le faire. On tape les Français et on rentre à la maison tranquille. Donc, la motivation est trouvée pour tout le monde. Juste pour finir sur ce match-là, il y a deux choses qui viennent à l'esprit. J'aime bien Ramos, il cache, en fait, il dit ce qu'il pense. Il dit, par rapport à ce match, il dit, on n'était pas là, on était à côté de la plaque, et voilà. J'aime bien la façon qu'il est très direct, en fait. Ouais. Et je trouve ça vraiment chouette. Il cache pas, oui, c'était pas notre jour, manana. Non, il est plus cash que ça. Et l'autre chose, en fait, je trouvais que le coaching, on parle peut-être des coachings de Gregor Townsend, j'ai vu, moi je suis pas spécialiste, mais j'ai vu 2-3 petites choses qu'en fait, tiens, j'ai noté que ils changeaient vraiment les angles à la dernière seconde, les Écossais quand ils étaient en course, surtout les avants. Et aussi, ils ont vu 2 ou 3 interceptions, parce qu'ils savent qu'on lance vraiment très plat. Donc ils étaient prêts pour ça. Et autre chose aussi, on a eu combien de grattages? 0. Donc 0, incroyable. Donc pour moi, ils étaient out-coached aussi. Notre équipe, les Français étaient out-coached par Gregor Townsend. Tu peux nous dire ce que ça veut dire outcoached, parce que nous on adore, mais personnellement j'ai pas compris. Amélie fait semblant d'avoir compris, mais je la connais, je pense qu'elle a pas compris non plus. En gros, bravo à Townsend. J'attendais que tu relèves pour essayer de comprendre, tu vois, par tes propres commentaires, comme ça après je fais genre je suis fluente, et là j'arrive à rebondir. Mais comme tu m'as laissé dans mon désespoir. Écoute, c'est juste l'idée que bravo à Gregor Townsend et ses hommes. Oui. T'as vraiment l'impression, c'est ça, qu'il y a vraiment eu une analyse vidéo qui n'a pas du tout été la même des deux côtés, et qu'effectivement on était lus d'avance, et que tout ce que les Français tentaient de faire était largement contré, en plus d'une envie mais incommensurable de la part des Écossais. C'est le mélange des deux, parce que trop de technique tue la technique. Un moment, quand je vois tous ces mecs là, ces staffs avec 12 ordinateurs et compagnie, j'ai envie de leur dire, les gars, rappelez-vous un truc simple. Celui qui a raison au rugby, c'est celui qui avance. Tout le reste, c'est de la littérature. Donc vous commencez par gagner les collisions, vous leur rentrez dans la gueule au milieu du terrain, vous inquiétez pas, ça va les rassembler, il y aura de la place sur les ailes. Mais commencez pas par les petites claquettes dans les coins avec des mecs qui courent vite. Ça marche pas comme ça, le rugby. Et il serait temps de s'en rappeler là. Là, tu parles de Dempsey, leur 8, c'est le match qu'il a fait.
C'est Allez, monstrueux. il faut qu'on passe à Italie-Angleterre. Italie-Angleterre, on est à Rome, stade olympique de Rome. Voilà, des nouveaux têtes pour l'Angleterre quand même, parce qu'ils ont perdu leur dernier match contre l'Écosse. Voilà, il y a un Spencer en 9, il y a le jeune Finn Smith, on le connaît lui, mais on l'a pas vu récemment, en 10. Murley en 11, Atkinson en 12. Tom Curry s'est blessé dans l'échauffement, donc c'est Underhill qui va le remplacer. Italy, on connaît bien, mais sauf il n'y a pas le copain de Amelie de 15, là, Ange Capuzzo, il n'est pas là, mais on a Leinek, Brex, il est de retour, Menoncello, bien sûr, Ione, Garbassi 2 fois, tiens, les frères. Tiens, d'ailleurs, les 2 frères Canonné, ils sont dans les top 5, les 2 des placards dans la destination la semaine dernière, donc quand même pour le tournoi. Donc voilà, on les connaît bien. Allez, le match démarre. Angleterre se montre remontée pour ce début de match. Les premiers 3 points, c'est pour Italie, mais le premier essai, c'est pour les Roses. C'est Freeman qui devient un espèce de serial marqueur pour l'Angleterre. 3-5 pour les English. Finn Smith, le 10, un peu brouillon pour l'instant. À 33 minutes, Menoncello va marquer plein centre. Voilà, le monde va mieux. 10-5 pour Italie. Et au lieu de partir tranquillou en mi-temps, les Italiens font l'heure de jouer le ballon, qui perdent. L'Angleterre passe en attaque. Coup de pied de génie par Finn Smith pour Roebuck. Voilà, 10-12, juste avant la mi-temps pour l'Angleterre maintenant. Deuxième mi-temps, England toujours super puissant, mais les Italiens résistent de manière impressionnante. Petit carton jaune pour Italie, 10-18, et on peut penser que les Anglais vont prendre le match en main. Mais Underhill va être chopé avec un carton, et on est 14-14. Et puis Garbassi va ajouter 6 points, ok. Donc 16-18, toujours pour England, et puis encore un carton contre les English, c'est Itoje, le capitaine. Donc voilà, 70 minutes, grosse opportunité pour l'Angleterre, mais Italie va gratter pour l'arrêter. Et juste après, Italie va profiter d'un 15-14, longue transversale. Ione va trouver de l'espace contre Roebuck. Menoncello va éclater Daly. Il m'avait donné l'impression d'être John Adamou contre Mike Catt à l'époque. Il passe pour Marin. Magnifique cet essai, 23-18 pour Italie. C'est historique ce samedi soir, 2 minutes à jouer. Les Anglais avancent. Je suis en train de hurler à la télé avec ma femme. Non, il ne faut pas qu'il marque. Et oui, le capitaine Lamelo, il va gratter le ballon. C'est le grattage de la gagne et victoire pour Italie. Et c'est historique. Qu'est-ce que c'était bon. Je pense que c'est le match de l'Italie qu'on rêvait de voir depuis quand même quelques 6 nations. On nous ont montré quand même un très bon début de tournoi. On rêvait d'une victoire d'anthologie. Alors forcément, quand t'es français, mais t'es tellement content que ça se fasse contre les Anglais. Et en vrai, c'est mérité parce que on a vu cette nation mais monter en puissance ces dernières saisons, qui a été mais décriée pendant des années, à dire qu'il n'y a plus la place, qu'il fallait donner la chance à la Géorgie. Mais merci d'avoir gardé cette confiance en les Italiens et de nous proposer ce jeu-là aujourd'hui. C'est mérité. De toute façon, l'Angleterre, voilà, a fait un tournoi clairement en dents de scie, et les Italiens étaient à ça à chaque fois, et on était tellement déçus. On en parlait chaque semaine tous les 3, qu'il n'y ait pas justement cette victoire d'anthologie. Alors il y a eu les Gallois, mais ils les avaient déjà battus, et puis voilà. Mais là, cette victoire, elle est historique parce que c'est la première, et j'espère vraiment qu'elle va lancer une nouvelle ère de la Squadra Azzurra, et qu'on ait vraiment quelque chose de grandiose dans les prochaines années. Mon avis, voilà, l'Italie désormais est une équipe à battre, une équipe qui sera dangereuse, et une équipe qui peut clairement rebattre les cartes dans un 6 nations. Les grosses nations habituelles peuvent commencer à avoir de grosses sueurs. Ouais, c'est une victoire qui est entièrement méritée. Ce qui était génial, c'est qu'on a eu le droit à un chassé-croisé au score, qui a donné vraiment une dramatique au match, où on y croyait plus, on y croyait, et puis peut-être, alors peut-être, comme disait Patrick Montel, au moment où finalement on va y croire. Et effectivement, cette victoire avec où tu la sens venir, la dernière minute, là, ils font le petit ballon, ils attendent la fin du chrono, puis ils balancent ça en touche, puis après ils explosent. Mais au-delà du score, qui est quand même assez étriqué, c'est une victoire qui est entièrement méritée, parce qu'ils ont franchi beaucoup plus que les Anglais. Ils ont été largement meilleurs. Borswick, il avait fait le choix de faire exploser sa compo. Il y avait, 11 ou 12 nouveaux joueurs par rapport aux 15 titulaires qui avaient été qui avaient perdu la semaine dernière contre les Irlandais. Tu me dirais, il y avait de quoi, vu la déroute, mais ça n'a pas été très
probant. Parce que quand je vois le match que fait Atkinson contre Menoncello, t'as l'impression d'un Géorgien justement contre un All Black. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il s'est fait rouler dessus toute l'après-midi. Le score aurait pu être, je pense, un petit peu plus large pour les Italiens, qui n'ont pas eu que de la chance dans ce match et qui méritent intégralement cette victoire. Maintenant, ça veut pas dire que l'équipe d'Italie est meilleure que l'équipe d'Angleterre. Ça veut dire que le 15 de la Rose est dans une crise de confiance, mais totalement improbable. On n'a jamais vu Maro Itoje comme ça, qui regarde ses godasses, qui comprend plus où il est, alors que c'est un immense joueur. J'ai lu qu'ils conservaient plutôt leur soutien, et en particulier lui, à Steve Borswick, en disant que c'était un super entraîneur, que c'était avec lui et une équipe proche qu'ils avaient fait 12 victoires d'affilée, et que c'était à eux de se regarder dans la glace. Et ça, je trouve que c'est des propos qui sont à la hauteur de la situation. Ils commencent pas à trouver des explications bidons, le vent, le soleil, le je ne sais quoi, le truc et le ballon qui glisse. C'est nous sur le pré, c'est pas lui. Et c'est à nous de nous remettre en question. Et ça m'inquiète, parce que la remise en question, elle passe par réenclencher les victoires. Et là, ça va se passer au Stade de France samedi prochain, samedi soir. Et il va pas falloir se tromper, parce que eux, ils vont pas venir pour jouer sur les ailes. Je peux t'assurer que ça va être à l'ancienne. Ouais, je pense que j'ai pensé de la même chose. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous qu'ils ont perdu? Pas du tout. Je pense qu'ils ont jamais eu 4 défaites. Et en fait, c'est une très mauvaise nouvelle qu'ils ont perdu pour nous. Mais en même temps, on est très très contents tous pour cette équipe d'Italie. Ça, c'est et en plus le public qui est enchanté, les joueurs qui sont en pleurs et toutes ces belles histoires qu'on adore. Ça fait des années. J'adore ce mec. Ça fait des années, Thierry, qu'on dit que cette équipe d'Italie est promise à un bel avenir avec cette génération, les frères Garbisi, les frères Canonnet, etc. Maintenant, le petit Lainag et tout. C'est pas surprenant, en fait. Ça fait des années qu'on dit un jour ils vont le faire, ils seront à la hauteur des grands s'ils continuent comme ça. Et là, on sent, je trouve, en plus, une grinta et une communion avec leur entraîneur Gonzalo Quesada. Je suis désolé, Quesada, quand son équipe gagne, il sourit, lui. Il sourit et on voit toutes ses dents. Voilà, parce que c'est ça aussi le sport, normalement. On est là pour envoyer de l'émotion, de la joie, du soutien, pas simplement pour faire des petites analyses techniques sur des ordinateurs. Et à un moment, il faut aussi que quand on gagne, ça se voit dans la gueule des mecs, y compris des entraîneurs. Suivez mon regard. Et peut-être dans le parti pourquoi ils perdent, il y a aussi l'idée, il y a 8 cartons, je pense, dans ce Six Nations quand même. Donc 8 cartons, ça fait en gros 20 minutes par match. Ils jouent à 14. Et donc, ça, donc il y a une marge de progrès. Donc, waouh. On l'a dit, il n'y a que les Sudaf qui savent faire ça. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je voulais pas dire que si on se souvient de Écosse contre les Sudaf, c'est eux qui gagnaient la première mi-temps en fait. Donc en fait, et c'est dommage. Pardon, je reviens sur la France. C'est dommage qu'on n'a pas gagné ce match parce que ça nous manque qu'on n'est pas encore au niveau des Sudaf. Tu vois que eux, ils vont pas perdre ce match contre les Écossais. Eux, ils vont perdre la première mi-temps, mais ils vont le gagner. Et nous, on n'a pas su faire. Donc il reste un petit marge de progression. Quand même, que même si j'ai pas de kilt, la semaine dernière, quand on a fait le ligne à ligne à ton invitation, Thierry, moi, je vous avais dit qu'il fallait faire très attention, que c'est une équipe qui n'avait pas de points faibles, qu'ils avaient des joueurs exceptionnels à plein de postes, et que en plus ce serait à Murrayfield, et que c'était loin d'être fait. Alors, je crois pas que Galtier ait pu faire l'erreur, on peut pas le soupçonner de ça, il est beaucoup trop intelligent pour ça, d'avoir enjambé ce match en se disant, nous, de toute façon, on va aller taper les Écossais, c'est une formalité, puis on battra les Anglais après, et on fera le Grand Chelem, et c'est là que ça va être compliqué. Je crois pas qu'il ait pu faire cette erreur, de même que les joueurs qui sont tous des professionnels et qui savent que c'est dur d'aller gagner là-bas, ne l'ont pas faite. Néanmoins, ils se sont trompés dans la préparation, c'est manifeste. Tu prends pas 50 points dans un match clé contre une équipe que tu peux battre si tu t'es pas complètement planté. Donc ça, j'espère qu'ils vont quand même l'intégrer. J'ajoute, pour noircir définitivement le tableau, que Monsieur Gégou s'est quand même fendu d'une petite fourchette sur le bord du regroupement sous les caméras. Il va passer en commission demain, je crois. Demain matin, ouais. Il y a fort à faire qu'il se tape une suspension assez importante, parce que les Français, dans ces cas-là, sont toujours extrêmement fortement sanctionnés. Contrairement à cet enfoiré d'Edzebet qui a foutu les doigts dans les yeux d'un Gallois cet hiver et qui a eu 3 semaines de suspension pendant ses vacances. Donc, on va voir si, comme d'habitude, les instances plus ou moins compétentes de discipline du monde de la planète rugby vont être faibles avec les forts et forts avec les faibles, et vont en profiter pour passer Gégou à la trappe, là où ils ont même pas osé chatouiller Dzebet qui avait fait un truc largement plus dégueulasse que celui de Gégou. Mais je pense que Gégou va prendre cher.
Tiens, en parlant de ce ligne par ligne, je voulais le faire pour l'Angleterre, mais en fait, on ne sait pas que cette équipe qui va jouer. Je pense que c'est vraiment, il y a des questions en fait sur cette équipe en ce moment. Est-ce que Itoje va revenir tout de suite? Est-ce qu'il va être sur le banc? C'est difficile à faire, mais par exemple, contre l'Italie et contre l'Écosse, on sait qui va jouer. Mais là, moi, je suis pas certain de qui on va avoir en face de nous pour la semaine prochaine. C'est assez ouvert. Je pense quand même qu'Itoje sera là. Et je pense que côté français, la deuxième ligne, ce sera Meafou Flamand. Oui, bah oui. Parce que ils sont passés au travers sur les 20 minutes de la mi-temps où ils sont rentrés. Par contre, en fin de match, ils ont été vraiment bons. C'était un moment où c'était plus facile. Mais en tout cas, en termes de deuxième ligne, puisque tu parlais d'Itoje, je pense qu'il y sera. Et je pense qu'il aura Meafou en face de lui avec Flamand à ses côtés. Bah, d'ailleurs, ça va être un moment historique, il me semble. On a même un joli maillot, n'est-ce pas? Qui s'est vendu comme des petits pains, et je le trouvais très chouette, je l'aurais bien acheté, et puis avant même d'y penser sérieusement, j'ai vu qu'il était sold out. T'as vu, moi aussi j'utilise des mots anglais, Thierry. Ouais, gros coup, gros coup marketing qui a très très bien fonctionné. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, Amélie, du classement aujourd'hui? On est quand même en tête. Alors, on est en tête grâce à notre différence de points qui est quand même très très en avance par rapport à nos Écossais qui nous suivent de près. Donc les deux équipes ont 16 points avec une marge d'avance pour les Français avec plus 58 de différence au compteur. Mais dans les faits, en fait, l'Irlande qui est troisième avec 14 points peut elle aussi gagner le 6 Nations. Donc tout va dépendre en fait des résultats. Alors Irlande-Écosse va donner le ton, hein. Ce sera le premier match, il me semble, le week-end prochain. Les deux équipes se rencontrent et en fonction de ce résultat, là, il faudra faire les petits comptes apothicaires pour savoir ce que la France va devoir faire. Alors, les spécialistes ont déjà fourni différents scénarios, gagner avec le bonus, mais avec une marge assez importante. Alors, il est dit déjà qu'il faudrait que les Écossais rattrapent cette différence de points, ce qui est quand même assez énorme. Les 58 points d'écart au goal average, c'est énorme à rattraper. On va dire qu'il y a quand même un avantage pour les Français, mais la dernière journée gardera tout son suspense puisqu'on a trois équipes qui peuvent encore potentiellement, sur le papier, gagner le 6 Nations. Et accessoirement, moi j'en suis très content, même si l'équipe de France là, voilà, nous a déçus et on est triste pour eux, parce que vous vous rappelez, après la première journée, on craignait un petit peu que le tournoi devienne cette équipe où finalement il y a deux équipes complètement au-dessus et puis les autres qui galèrent en dessous, entre guillemets. C'est pas du tout le cas. Donc c'est encore, ça montre quand même la vivacité de cette compétition, et son côté intemporel est toujours aussi génial. Et je trouve qu'on a on a été extrêmement gâtés sur ce 6 Nations avec des confrontations fantastiques, énormément d'essais, beaucoup de talent, des grands matchs, des retournements, des succès, beaucoup d'émotions. Donc ça reste pour moi une compétition vraiment unique, et qu'il est toujours aussi fantastique de voir. Et pour le même mois, en fait, on a perdu l'année dernière par un petit point. Donc ça serait bien quand même qu'on gagne ce match, hein, je pense. Battre les Anglais, c'est toujours très important pour les Français, au-delà de tout, au-delà de gagner le tournoi. Moi, j'ai envie qu'on batte les Anglais, pas tellement pour gagner le tournoi, je m'en fous un peu. Je trouve que gagner le tournoi, c'est intéressant quand tu fais le Grand Chelem. Après, ce qui est intéressant dans le tournoi destination, c'est de faire des grands matchs et de battre les Anglais à la fin. Voilà. Très honnêtement, la plupart des des gens qui aiment le rugby en France, ils raisonnent comme ça. Ils aiment voir du beau jeu, taper les Anglais. Si on fait le Grand Chelem, on est content. C'est un peu ça le résumé. Donc, il faut surtout pas perdre, parce que perdre 2 fois de suite contre les Anglais dans le tournoi de destination, une fois chez eux, une fois chez nous, ce serait tout à fait insupportable. Et que là, avoir le plaisir d'enfoncer bien la tête sous l'eau des Anglais, normalement, c'est un petit plaisir qui est à portée de main et dont on ne devrait pas se priver. Voilà ce que je pense. Allez, on va espérer que ça fonctionne comme ça en c'est bien en Stade de France, il me semble, pour la semaine prochaine. Moi, j'ai vécu une victoire en Stade de France pour la France, c'était magnifique en fait. J'ai beaucoup aimé cette victoire il y a quelques années. Tiens, on va parler rapidement des U20. C'est la France toujours en tête, 4-0, hein, c'est très bien. Donc, il peut peut-être faire le Grand Slam. Ça nous fera plaisir que des jeunes le fassent. Irlande a battu Pays de Galles 48-33. Italie a perdu contre Angleterre
vainqueur 37-17 et la France a battu l'Écosse 45-26. C'était un vendredi soir animé. Il y avait Gregor Townsend qui était dans les stands et tout. Écoute, le coach des Écossais, il s'appelle Ferguson Pringle. On dirait carrément un truc directement de Harry Potter. Tu vois, c'est comme un prof de Harry Potter, Ferguson Pringle. Comme chez les grands des Écossais, ils ont ouvert le score, un essai des grands, mais c'était annulé. La France, avec un très joli coup de pied transversal. Le fils de Rémi Martin, il a bien joué en 5. Il avait fait 2 super courses qui a fini avec 2 jolis essais pour les autres joueurs. 31-0 pour le mi-temps. Écosse, quand même, ils ont ajouté 3 essais sans réponse. Mais voilà, on a gardé le lead et on a fini 45-26 pour nous. Donc, ça avait l'air d'être un vendredi soir très, très sympa. Il me semble que c'était à Edinburgh. The Hive. Allez, comme vous savez, j'aime bien le Rugby Europe. J'ai loupé l'opportunité de regarder la Suisse contre l'Allemagne parce que je regardais le match de la France. C'est un peu dommage, c'était à 40 minutes de chez moi. Mais bon, c'est la Suisse qui a gagné, même si l'Allemagne était plutôt pas mal. C'est dommage pour eux parce qu'ils vont redescendre. Mais ils avaient un 10, Leo Wolf, qui a ouvert le score. Ils avaient aussi un Oliver Stein, voilà, qui a marqué. Mais vraiment, il y a un petit va-et-vient. Et c'est sympa de voir la Suisse prendre un peu d'assurance, en fait. Maintenant, c'est fait 2 victoires. Donc voilà, ils sont déjà dans les espèces de finales, c'est un championnat. Donc Géorgie a battu Roumanie, Portugal a battu l'Espagne. Donc le match pour on va dire première place et deuxième place, c'est Géorgie contre Portugal. Le match pour la troisième place, c'est Roumanie contre l'Espagne. Et voilà, c'est Suisse qui a gagné contre l'Allemagne. Et Belgique a gagné contre Néderlande. Donc voilà, la Suisse contre la Belgique. Et voilà, ça va être l'Allemagne contre les Netherlands, même si il me semble que l'Allemagne va déjà partir, si j'ai bien compris. Je suis assez étonnée des scores des deux demi-finales. Alors la Géorgie, quand même 53, ok, mais qui a quand même cette capacité à encaisser énormément de points à chaque match. On l'avait déjà vu C'est décevant, sur les autres matchs de poule. Donc je trouve que c'est une très belle prestation pour la Roumanie. Et également le Portugal qui a 26-7, c'est une belle victoire aussi, mais voilà, qui a aussi mis des piquettes pendant toute la première partie, et on montre bien que l'Espagne, pas si facile que ça de s'en défaire. Donc je trouve les scores, certes victoire écrasante au nombre de points, mais finalement par rapport aux adversaires, on aurait pu croire qu'on aurait eu des victoires beaucoup plus tranchées que ça. Ça va être une très belle finale. Franchement, je ne saurais pas sur qui miser. Et j'ai hâte de voir le résultat. Tiens, en fait, on peut regarder des matchs en live, il me semble, sur YouTube, en anglais. Et tiens, on devrait offrir, tu vois, si notre live pour le Six Nations féminine, ça fonctionne, on devrait les offrir de faire le pack de potes qui fait en français. Parce qu'avec la Suisse et Belgique, peut-être il y a du monde qui nous écoutera. Ça pourrait être pas mal, mais on connaît pas beaucoup les joueurs, Thierry, quand même. Faut qu'on bosse un peu. Ah oui, il faut bosser les noms, surtout les Georgiens. C'est un peu difficile pour moi, quand même, comme vous savez. C'est mieux que les Fidjiens. Déjà, il y a ça. Allez, on va boucler cet épisode. Est-ce que vous avez un petit quelque chose pour finir, les gars? Ouais, un petit focus sur l'élite 1, toujours. Tu connais mon engagement dans le rugby féminin. Et il va y avoir un match historique ce week-end à Toulouse, puisque le Stade Toulousain féminin va recevoir l'équipe de Grenoble. Et ça va être un match à guichet fermé. Donc Ernest Vallon sera plein. 19 000 personnes. Alors les haters vous diront que oui, mais Airbus a invité énormément de ses salariés. Oui, mais quand même, ils vont venir. On s'en fout de comment les gens ils ont eu les places. Et oui, et s'ils les ont eu gratuitement, et ben tant mieux. Un match d'élite 1 qui va se faire devant 19 000 personnes. C'est incroyable. C'est top. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Donc, si vous vouliez aller voir l'élite 1 dimanche à 15h, si vous n'avez pas vos places, c'est tant pis pour vous. Est-ce que tu ça sera à suivre sur YouTube. Amélie, Je serai à La Rochelle, moi, les gars, en train de couper les citrons. Non, je plaisante. On débriefera la prochaine fois. L'après-midi va être très très longue pour moi, je pense. La journée, départ 6h, il paraît, retour minuit. Et j'espère qu'une c'est le jour d'après qui va être. Et elle a 4 enfants, je vous rappelle, mais bon. Et elle a 4 enfants. Mais ouais, Cette personne est une folle, on est d'accord. C'est La Rochelle qui est en Belgique? Oui, c'est ça, c'est celui-là près de Bruges. C'est juste à côté de Bruges. Mais je vous invite pour le coup, si vous voulez aller voir, si vous êtes dans la région toulousaine. Par contre, le match de La Rochelle-Colomiers, donc Colomiers, banlieue toulousaine, reçoit La Rochelle Élite.
en Élite 2, La Rochelle qui est première de poule aussi, et c'est au match samedi soir. Donc si vous pouvez pas aller voir le Stade Toulousain rugby féminin, déplacez-vous à Colomiers, ça va être du très très beau rugby, et j'en profite pour faire un énorme bisou à ma petite Zoé Burel que mon conjoint a entraînée pendant 3 ans et qui fait ses marques à La Rochelle depuis cette année de 19 ans, qui a déjà pas mal de piges en équipe de France moins de 18 et que je suis ravie d'aller voir jouer samedi soir. Magnifique. Parfait. Et moi, une fois n'est pas coutume, Thierry, je peux dire un petit mot de soccer? Ah, c'est le ballon rond, là. Le ballon rond, ouais. Non, moi, j'ai un petit clin d'œil à nos amis lensois. Le rugby dans le Nord, ça met un petit peu de temps à s'installer, mais le foot, ça fait très longtemps. Et Lens, qui est une équipe qui est la 2e au classement, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France, qui talonne le PSG, qui doit avoir un budget, je pense, 4 fois supérieur ou quelque chose comme ça, qui enchaîne les très très belles partitions devant un public toujours aussi nombreux et fidèle. C'est aussi une image du sport populaire comme on l'aime, et je trouve qu'ils font une saison magnifique en tout point. Donc j'ai un petit clin d'œil si on a des auditeurs du Nord pour les 100 et or et les Lensois qui font le boulot. Bah écoute, je dirais surtout pour les auditeurs de Paris d'écouter l'interview avec Pierre Rabadin. J'ai passé un super moment avec ce gars. C'était super, effectivement. C'est un monsieur incroyable, et j'avais adoré vraiment un truc dans le podcast qu'il avait dit. Il avait dit, je dis mais c'était quoi ton truc de plus, tu vois? Énormément ils disent bah je suis un peu aérien ou j'ai plaqué bien, etc. Il a dit mais en fait moi j'ai su savoir quand c'était le moment pour performer. Et je trouvais ça vraiment intéressant quand on repense. Tu vois, il a dit il y avait 5 matchs dans ma carrière. Je me suis dit ben là si je Faut pas performe se bien. tromper. Ouais. Ah ouais, je trouve ça génial. Et tu vois que le mental, en fait, ça joue. Le mec qui a fait presque 350 matchs avec sa défense, c'est incroyable quand même. Incroyable. Donc vraiment, je vous invite d'aller écouter ce pod-là. C'est un mec top, top, top. J'ai passé C'était un joueur très bon d'une moment. grande humilité. C'est un joueur qui a toujours eu l'intelligence de bonifier les ballons pour son équipe. C'était pas un joueur qui traversait le terrain, c'était pas un joueur qui cassait la gueule des mecs en face, etc. Par contre, il avait toujours des très bonnes stats, c'était très très propre, c'était très très sérieux, et puis il a su élever son niveau de jeu effectivement plein de fois dans sa carrière. T'as pas 5 titres de champion de France par hasard, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Là, on lui et en souhaite, plus, quand tu avais 8 coachs, tu vois, il avait 5 boucliers avec 8 coachs différents, c'est un truc de ouf. Ouais, on lui souhaite une suite de carrière aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent pour lui, parce qu'il a tout vécu. Après, il a bossé dans les JO. Enfin, il est rentré en politique. Là, il y a des élections, donc on va voir ce que ça donne. Si la suite de la mandature actuelle reste de son côté, je pense qu'il continuera un engagement municipal. Puis sinon, il repartira à zéro. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on n'est pas inquiet. En revanche, il pourra pas faire de pronostic, puisqu'il était à peu près sûr qu'on allait battre les Écossais. Il avait dit qu'on était beaucoup plus fort que devant. On s'est fait déchirer devant. Ah ouais. Donc là-dessus, Pierrot, non, à côté de la plaque. Allez, tout le monde, ça fait vraiment plaisir de passer ce moment ensemble. Allez, bonne rugby pour cette équipe de France, hein, pour notre week-end. Et bien sûr, si vous voulez aller voir Chad Betson et Dimitri Ashvili et Philippe Guillard, je vous invite à prendre contact avec Sylvie at Serge Betson Academy. Et voilà, à la semaine prochaine, avec 2 épisodes pour la semaine prochaine. Donc à très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous. À très bientôt, les gars. Bonne semaine.